féliciter l'AMF et son partenaire Thomson Reuters pour l'organisation de cette manifestation. L'AMF est une association qui œuvre pour le développement de la finance participative Sharia compliant au Maroc, à laquelle nous souhaitons beaucoup de succès. J'en profite aussi pour féliciter et accueillir les honorables panélistes, madame, à commencer par madame Bouda Chafil de Maghreb Titrisation, qui en plus de son expertise nous apportera un éclairage d'allemande, j'allais dire structuration. J'en profite également pour la remercier, elle et ses équipes, pour son investissement dans la formation et la vulgarisation de la titrisation. Parmi nous aujourd'hui aussi M. Anas Patel, de 570 Asset Management, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui fait le déplacement de Paris et qui abordera l'aspect d'un angle, j'allais dire, plus institutionnel et qui nous éclairera aussi par la suite sur tout ce qui sera un peu sur l'aspect cotation ou liquidité. Donc soyez les bienvenus, soyez tous les bienvenus. Donc comme le titre l'indique, on parle de gisement. Donc s'il y a gisement, c'est qu'il y a exploration et prospection. Donc nous sommes tous impatients de voir la partie, j'allais dire, exploitation. Donc sans plus tarder, je passe la main à M. Saïd Amradir, président de l'association AMFP. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter personnellement la bienvenue à l'Observatoire de Casa. Ce workshop est organisé en partenariat avec la Bourse des valeurs de Casa et notre knowledge partner Thomson Reuters. Je suis très heureux d'avoir la possibilité d'engager ce workshop sous cook gisement de financement pour le Maroc et de pouvoir y contribuer. Je vais commencer dans un premier temps par présenter notre association. En parallèle, je suis vraiment désolé pour les gens qui ont assisté la dernière fois, mais je vais être très rapide parce que la présentation a été déjà effectuée. On va vous présenter notre contexte, notre mission, notre vision, nos objectifs, notre gouvernance, nos commissions permanentes, notre planning des événements pour le reste de 2013 et une petite présentation, une esquisse sur les outils. Avant d'entamer ou parler de ce cours, je voulais juste revenir sur la définition de la finance participative, Sharia compliant, qui est un système fondé sur l'économie réelle, sur l'éthique, et la loi musulmane des affaires, fiqh al-mu'amalat. Le principe de la finance participative Sharia compliant, c'est no risk, no gain. Le partage des profits et des pertes, l'adossement à des actifs tangibles, asset backing, engagement éthique et transparence informationnelle. Enfin, les interdictions, interdiction de la riba, du rama, du maïsir, prohibition du commerce de la dette et prohibition de la thésaurisation. Notre contexte. Alors l'association a été créée afin de permettre aux professionnels qui veulent creuser la partie finance participative. C'est vrai qu'il y a le GPBM, il y a la SFIN, il y a l'AMIC, il y a la Fédération des assurances, mais nous avons pensé à créer une association totalement indépendante et qui œuvre pour le développement exclusif de la finance participative au Maroc. Nous allons être également une force de proposition pour nos autorités de tutelle. Une plateforme pour le networking. Notre mission, c'est de démystifier et de vulgariser la finance participative Sharia compliant, également participativement au développement de la finance participative Sharia compliant. Notre vision, être un acteur de référence crédible au niveau national et international et interlocuteur, bien sûr, des autorités de tutelle au Maroc. Nos objectifs, promouvoir les principes de la finance participative,
Sharia compliant, développer un espace d'échange, de networking et de perfectionnement des compétences, participer aux actions culturelles et sociétales, environnementales, et nouer des partenariats avec les différentes institutions et organismes nationaux et internationaux, publics ou privés, ayant les mêmes objectifs que la nôtre. Notre gouvernance. L'association est composée d'un bureau exécutif. M. Hakim Ben Saïd, qui est vice-président, M. Yassine, secrétaire général, M. Adel Aglam, trésorier, M. Rida Jalil, qui est vice-trésorier. Notre conseil de surveillance, composé de M. Ali Alabi Idrissi et M. Hussein Boussi. Nos commissions. Nous avons estimé que la première commission qui doit fonctionner rapidement dans pratiquement un ou 2 mois, c'est la commission d'adhésion, considérée comme premier filtre pour notre association. La commission finance, la commission business développement, commission d'audit. Nous avons démarré avec la commission scientifique et essentiellement la partie commission Sharia, qui est considérée comme le socle de l'association. La responsabilité de cette commission a été attribuée à M. Karat. Il y a une autre commission sur la banque participative, une autre commission sur la science Takaful, et une autre commission sur tout ce qui est développement des métiers marchés de capitaux. C'est bien la partie Soukouk que la partie OPCVM, Sharia, Compliant. Le plan d'événements pour 2013, nous avons pensé à organiser un workshop sur Moucharaka al-Jessi pour le mois de Ramadan et notre conférence internationale en partenariat avec Thomson Reuters. Et lors de cette conférence internationale, il y aurait beaucoup d'invités, aussi bien de Malaisie que du GCC, afin de donner l'importance et le poids de la finance participative au Maroc. Et enfin, nous avons juste précisé notre email pour les gens qui souhaitent adhérer à notre association. Avant de présenter les sous-groupes et notre bien sûr workshop, je plaisir juste de présenter ça veut dire quoi les sous-groupes. Définition rapide avant de passer la relève à mon ami Ali. Les sous-groupes du mot arabe SAC sont des titres à valeur égale représentant des parts indivises dans la pleine propriété, dans le usufruit d'un actif tangible ou dans le bénéfice de prestations et services ou dans les actifs d'un projet déterminé ou dans une activité d'investissement spécifique. Je cède la parole à M. Ali Alemi, qui sera modérateur de ces workshops tout au long de l'après-midi. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Je tiens à remercier la Bourse de Casablanca d'avoir accepté d'être co-organisateur de cet événement. Donc cette deuxième thématique, comme ça a été présenté, donc organisée par l'association et la Bourse de Casablanca, s'articule autour de la thématique sur les sukuk et notamment sukuk comme nouveau gisement de financement pour le Maroc. Les sukuk, comme ça a été évoqué dans la définition qu'a présentée M. Amrdil, c'est tout simplement, sukuk c'est le pluriel de SAC, et qui sont en fait des certificats d'investissement islamique et considérés souvent à tort comme des obligations islamiques. Alors ces produits, qui sont des produits de financement conforme Sharia, ont vu le jour en 90 avec une première émission qui a été réalisée en Malaisie par une société non musulmane, parce que c'était Shell, pour un petit montant, je crois, de 30 millions de dollars. Et il a fallu attendre les années 2000 avant que ce marché ne puisse réellement démarrer, avec des émissions en 2000, je dirais, au Soudan, une émission de sukuk souverain, ensuite le Bahreïn en 2001, et le réel démarrage, c'est au milieu des années 2000, plus exactement, lorsqu'il y a eu des émissions souveraines, notamment des pays, enfin du Moyen-Orient. Alors, le montant des émissions a quasiment connu une augmentation exponentielle, puisqu'il est passé en 2004 d'environ 7,2 milliards de dollars à 144 milliards de dollars en 2012, et cette progression n'est pas prête de s'arrêter. Ces sukuk, là aussi, depuis jusqu'en 2009, étaient dominés par des sukuk corpo,
Et à partir de 2009, c'est les soukouk souverains qui ont pris un peu le devant. Et le sujet est relativement nouveau, puisqu'enfin le démarrage réel n'a été que, je dirais, au milieu des années 2000, donc qui date moins d'une dizaine d'années. Certaines problématiques sont enfin encore mal comprises, elles sont, je dirais, mal cernées, et l'intérêt par contre est là, aussi bien de la part, je dirais, des États que de la part des corpos, aussi bien de la part des pays musulmans que de la part des pays non musulmans, puisque plusieurs émissions ou plusieurs émissions de soukouk, opérations de soukouk ont été initiées par des entreprises, je dirais, occidentales, notamment par exemple General Electric, qui avait fait une opération de 500 000. Alors, le sujet est relativement nouveau, la problématique encore pas très bien cernée, donc plusieurs questions se posent, ou en tout cas plusieurs questions se posent aussi bien, je dirais, aux financiers, mais également aux gens qui veulent s'intéresser de près sur les concepts, sur le concept lui-même des opérations de structuration des soukouk, sur la conformité à la charia de certaines opérations. Il y a un certain nombre de scandales, notamment en 2007, qui ont freiné le marché. Peut-être que nos intervenants auront l'occasion d'y revenir pendant la présentation, ou en tout cas pendant les questions. Des questions également se posent sur la réglementation. Un certain nombre de pays musulmans, et là encore non musulmans, ont adapté leur réglementation pour permettre ces émissions de soukouk. Il y a également les questions qui se posent sur les objectifs de ces soukouk. Est-ce qu'ils sont destinés au financement d'infrastructures, de grands projets? Est-ce qu'ils peuvent être émis par des PME, par des PMI? Donc un certain nombre de questions se posent. Et la question qu'on se pose nous au Maroc, en tout cas, avec l'amendement de la loi sur la titrisation, où est-ce qu'on en est? C'est quoi cet amendement? Qu'est-ce qu'il intègre comme article, comme nouveauté? Qu'en est-il actuellement? Est-ce qu'il y a des émissions qui sont en cours? Est-ce que l'État est en train de préparer quelque chose? Est-ce que les grandes entreprises, corpos, sont également en train de réfléchir à des émissions de soukouk comme moyen de financement? Donc tout un ensemble de questions qui se posent, et là on a l'occasion d'accueillir deux conférenciers, je dirais spécialisés dans le domaine. Madame Chafil, directrice générale de Maghreb Titrisation, Monsieur Anas Patel, président du groupe 570 Asset Management, qui vont nous éclairer sur un certain nombre de questions, notamment c'est quoi d'abord les soukouk, quels sont les différents types de soukouk, est-ce qu'on peut les classifier, est-ce que ces produits-là sont orientés encore une fois État ou corpo, est-ce qu'ils sont censés financer des projets d'infrastructure, c'est-à-dire de grande taille, ou est-ce qu'ils peuvent également être utilisés pour des projets de petite taille? Est-ce qu'on peut avoir des soukouk court terme ou moyen terme, ou uniquement des soukouk qui sont long terme? Quels sont les différents types de soukouk qu'on peut recenser? Quelles sont les expériences? Qu'est-ce qui a été réalisé? Et comment se font les structurations, je dirais, de ces produits-là ou de ces instruments-là? Donc tout un ensemble de questions auxquelles nos conférenciers vont essayer d'apporter leur clarification, leur expertise. Et sans trop, je dirais, tarder, je vais donner d'abord dans un premier temps, c'est pas par manque de courtoisie, mais je donne la parole à M. Anas Patel qui va présenter un peu les principes, l'expérience, le vécu, avant de revenir à Mme Chafil qui va nous parler du cadre réglementaire local et de ce qui est en train de se préparer, et de se préparer actuellement, et de ce qui a été réalisé, je dirais, dans ce sens. Alors, M. Anas Patel, donc je vais le présenter rapidement, est diplômé de l'École supérieure de Lille et de l'École centrale de Paris. Il est également certifié Black Belt, Six Sigma et PMP. Il est président actuellement de la société 570 Asset Management. Il a mené plusieurs missions de structuration en finance islamique. Et auparavant, il a été directeur de la stratégie d'investissement chez DTZ Asset Management, où il a mis en place un certain nombre de fonds d'investissement conformes Sharia, notamment au Moyen-Orient, pour un certain nombre d'entreprises, je dirais, multinationales et de très grande taille, notamment General Electric Asset Management, Dubai Islamic Bank, pour ne citer que celle-ci. Et avant cela, il travaillait chez JA Asset Management. Monsieur Anas Patel est également président fondateur de l'association de l'innovation pour le développement économique et immobilier. Il est membre de la commission finance d'Europlace. Il est membre de l'association de recherche immobilière. Il est enseignant dans un certain nombre d'universités et d'écoles en France, mais également au Maroc, puisqu'il nous a fait le plaisir d'accepter de donner des cours à l'Université internationale de Rabat pour le master finance islamique.
Alors, Anas Patel est un spécialiste à la fois de la structuration immobilière, mais également de la finance islamique ou de la structuration des produits qui sont conformes au sharia. Donc je vais lui donner la parole pour qu'il nous présente, je dirais, son expertise, son vécu, qu'il nous parle des différents types de sukuk, leurs objectifs, des différences entre ces sukuk et les obligations, entre les sukuk asset-based et asset-backed, qui nous parle de la structuration, également un peu des risques, et qui nous parle surtout d'une expérience que je trouve personnellement très intéressante, qui est une expérience sur les sukuk PME. C'est un projet novateur qu'il a initié, qu'il a mené à terme en France et qui a reçu un prix dans le forum à Harvard lors du forum biannuel qui est organisé chaque 2 ans à l'université de Harvard. Donc j'ai évoqué tellement de questions. On va lui laisser 30 minutes pour qu'il puisse s'exprimer, donc autant dire que c'est quasiment mission impossible. Donc je lui demanderai d'aller à l'essentiel et après sa présentation et celle de Madame Sheffield, on prendra les questions et j'espère que vous aurez l'occasion également d'échanger et de nous faire partager également quelques interrogations et d'évoquer quelques problématiques relatives au sujet. Donc Anas, je suis là. Je ne sais pas si le hasard fait bien les choses, mais au moins, j'étais à ta droite pour pouvoir justifier de pouvoir commencer en premier. Merci de m'inviter ici, aux organisateurs, à l'AMFP. Ça me rappelle effectivement la création de notre association qui est exactement similaire à celle-là dans le cadre de la vulgarisation, de la promotion de la finance islamique. Il y a juste quelques années auparavant, on l'a fait en 2005 à Paris. On n'avait pas la chance d'avoir ce genre de super locaux à notre disposition. On avait commencé plutôt, alors je dirais pas dans les caves, mais presque dans les sous-sols des salles de conférence à Paris. Et c'est en tout cas un honneur, un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Sir Alami a fait un tableau beaucoup trop élogieux de ma petite personne. J'espère ne pas vous décevoir et essayer surtout, le but étant d'échanger, de vous parler un petit peu de notre expérience sur la France et ailleurs. Et surtout montrer que finalement, tout ça n'est pas très bien compliqué si on revient à des choses très basiques, qui est l'économie réelle. Alors le thème étant ce nouveau gisement de financement pour le Maroc, je suis totalement inculte sur le Maroc, sur l'économie marocaine, donc je me préserverai de parler de quoi que ce soit sur des opportunités marocaines. En tout cas, ce que je pourrais partager avec vous, c'est effectivement ce qui est possible, ce qui se fait par ailleurs, et notamment la chance que vous avez ici au Maroc d'avoir comme ils disent souvent, une coordination de planètes entre un gouvernement qui est plutôt positif, une économie qui est en croissance, qui est plutôt stable par rapport à d'autres voisins, un appétit d'investisseurs, que ce soit nationaux, locaux ou étrangers. Tout ça font que, effectivement, les opportunités peuvent être intéressantes et le sukuk se présente bien sûr comme un instrument assez intéressant. Alors juste peut-être pour préciser, généralement quand on parle de sukuk, c'est bien, mais il faut savoir qu'un sukuk, ce n'est jamais autre chose que quelque chose qui vient après d'avoir constitué des choses réelles, c'est-à-dire qu'un sukuk vient permettre une diffusion des investissements à une grande échelle, notamment sur des marchés négociés, des marchés de cotation, mais à la base on a besoin de choses concrètes, on a besoin de structurer des financements, que ce soit de type musharaka, mudaraba, ijara, de leasing, etc. Alors, pour être un peu provocateur, on va essayer de comprendre, essayer de voir c'est quoi les sukuk. Finalement pour moi, la meilleure définition d'un sukuk, c'est un gâteau. C'est un gâteau pourquoi? Parce qu'il y a autant de recettes, vous les faire, alors ça c'est la petite fierté française, un millefeuille. Millefeuille, déjà comme son nom l'indique, ça paraît très compliqué. Millefeuille, comment on peut faire millefeuille dans un simple gâteau? Mais finalement, il y a différentes recettes. Vous pouvez avoir un gâteau au final qui a été fait par différentes personnes, différentes méthodologies, avec différentes visions, mais au final, ça ressemble à quelque chose. Et alors, petite devinette, au cours de la présentation, celui qui me donnera une bonne définition de ce que c'est définition de millefeuille en anglais, comment traduire millefeuille en anglais, il aura une surprise. Un sukuk, c'est d'une part beaucoup de choses, des recettes, donc à partir d'éléments concrets, d'éléments basiques, et en même temps, c'est un peu un couteau suisse, parce qu'il permet différents usages.
dépend de ce qu'on veut faire. Donc la question est, oui, mon général, on peut tout faire, mais quel est votre objectif? Est-ce que c'est de refinancer des actifs? Est-ce que c'est de coproduire? Est-ce que c'est d'avoir différents partenaires qui vont vous accompagner dans un développement long terme, etc. etc. Donc c'est un peu un couteau suisse. Gâteau, couteau suisse, c'est bon? On va rentrer un peu plus dans le détail maintenant. Alors, c'est quoi les sukuk? Les sukuk, déjà, généralement, une façon de faire, c'est de dire ce qu'ils ne sont pas. Les sukuk ne sont pas des obligations classiques, conventionnelles. Mais on va voir que la réalité est un peu plus compliquée que ça. Déjà, les sukuk sont des instruments de rendement. Quand vous avez la nomenclature des marchés financiers, vous avez les produits d'actions, vous avez tout ce qui est, donc on parle d'actifs financiers, vous avez les actions, vous avez tout ce qui est la classe alternative, donc tout ce qui est real estate, infrastructure, private equity, etc. Et normalement, vous avez les produits de taux, et notamment de fixed income. Les sukuk rentrent dans cette nomenclature de fixed income. Pourquoi? Ce sont des produits qui ont vocation à donner un rendement régulier ou un rendement amortissable, etc. Mais en tout cas, ça reste du fixed income. Ensuite, c'est comment on définit le fixed income. Alors, les obligations, c'est simple, tout le monde le sait. Ça représente une créance donnant droit à des intérêts prioritaires sur les dividendes des actionnaires. Bien sûr, une obligation n'est pas une action, donc on n'est pas en risque de capital, on n'est pas non plus traité, on n'a pas le traitement des dividendes. Les actifs sous-jacents ou l'utilisation des fonds peuvent être de toute nature, sans lien avec la performance du titre. Effectivement, je peux émettre des obligations, que ce soit pour financer des usines, des moteurs d'avion, mon BFR ou des brevets. À la rigueur, l'investisseur, lui, il ne va pas me demander de justifier l'adossement du sukuk, enfin de l'obligation avec mon projet, mais juste au moins me dire que cette obligation, il a tel profil, il a tel risque, tel coupon, et bien sûr garantir le rendement et le capital. Généralement, ce qu'on fait, donc, c'est un titre généralement garanti en rendement et en capital. Ça, c'est la définition basique de l'obligation. Je vous accorde, pour les spécialistes, ça peut aller beaucoup plus loin. On peut avoir des obligations convertibles, des obligations hybrides, etc., etc. Mais pour les besoins de la cause, retenons que effectivement, c'est plutôt un titre finalement assez simple qui représente un titre de créance garanti en rendement et en capital. Alors les sukuk sont un peu différents. Le sukuk, donc, on dit, ce ne sont pas des titres de capital, donc ce ne sont pas des actions, ce ne sont pas non plus des titres de créance. Quelque part, elles sont entre les deux. Et c'est là où je disais, ça ressemble à un gâteau, différentes recettes et différents usages, parce qu'on peut le faire être plus proche d'un type de capital, donc d'avoir un comportement comme une action, ou un comportement comme une obligation. J'ai bien comportement, et je ne dis pas de nature et de propriété similaires à des actions ou des obligations. Donc finalement, les sukuk représentent un droit de propriété sur les actifs d'une société ou d'un projet. Alors, le mot droit de propriété est important, c'est-à-dire qu'on n'est pas, encore une fois, ce n'est pas un type de capital, ce n'est pas un type de créance, mais un droit de propriété. Et ça, il peut être direct, indirect, il peut être de nature participative. On peut prendre un exemple concret qui est par exemple, en tout cas en France, dans la législation française, on a ce qu'on appelle les prêts participatifs, ou tout ce qui est subordonné ou indexé. Ça fait partie de la grande famille des sukuk. On peut avoir un titre donc, qui n'est pas garanti ni en capital ni en rendement. Donc il est subordonné et il est indexé sur un indicateur. Ça peut être le profit généré par la société ou par le projet. Ce sont les sukuk représentent donc des actifs de nature de biens, services ou droits ou l'usufruit de ces biens ou ces droits. Donc je peux mettre effectivement des actifs très tangibles comme de l'immobilier, comme des usines, comme des machines, mais je peux mettre des services, je peux mettre l'usufruit de ces biens et de ces services, comme par exemple des contrats de location, du leasing, ce sont des l'usufruit de ces biens. Et au final, c'est un type de profil de rendement sécurisé, donc on ne peut pas garantir, mais comme on est dans la famille des fixed income, je vais essayer en tant qu'émetteur d'avoir un type quand même le plus sécurisé possible pour attirer les investisseurs, mais avec le risque de la propriété en capital. Une chose qui est claire, c'est que je ne peux pas, en tout cas dans sa forme la plus simple, je ne peux pas garantir ni le rendement ni le capital. Au final, pour synthétiser, le SAC, donc le singulier de sukuk, c'est un instrument protéiforme, donc il peut encore une fois être un mix entre les actions et les obligations, qui a différentes saveurs et consistances. Vous avez bien compris que ça dépend de ce qu'on va mettre à l'intérieur, soit des actifs très tangibles, réels, ou l'usufruit de certains actifs, ou même des choses à générer, des produits
ou des projets qui vont être en construction, en développement. Alors, au final, le plus important, de se poser les questions, c'est deux questions, c'est les secours, par qui et pourquoi. Par qui sont les émetteurs? Alors, il est vu, selon qu'il est vu par qui. La première, et on a essayé de faire en 5 points, au point de vue de l'éthique. Au point de vue de l'éthique, là-dessus, il faut vous rassurer. Souvent, on va dire, ouais, mais c'est compliqué, c'est pas très clair, etc. Non, il y a quand même cette industrie, comme on l'a vu, bon, la finance islamique a plus de 40 ans. Les premiers soukouk datent des années 90. Maintenant, il y a un certain retour d'expérience. Il y a même eu des défauts de soukouk, donc on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc il y a des normes, il y a un organe de centralisation, de standardisation qui s'appelle l'AOFI, basé à Bahreïn, qui a pour rôle justement de standardiser la nomenclature, les normes des soukouk. Et ça, c'est un organe qui est mondial, qui représente l'industrie de la finance islamique, dont font partie l'ensemble des grands, des éminents spécialistes du monde musulman, que ce soit d'Asie, du Golfe et même de l'Occident. Et généralement, donc, la norme vous donne le cadre, comme une norme comptable ou une norme de la réglementation. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les scholars, les savants, qui sont là pour quand même vérifier, mot par mot, dans le prospectus, dans les clauses contractuelles que vous allez proposer au marché, s'ils sont vraiment valides, s'ils sont conformes à l'éthique musulmane, au droit musulman, donc au fiqh muamalat. Donc ça, c'est du point de vue de l'éthique, c'est important de comprendre qu'il y a des choses, il y a des fondamentaux, on ne peut pas faire n'importe quoi. Deuxième point, c'est au point de vue de la structuration. Qui structure? Généralement, vous avez un arrangeur, donc une banque qui arrange l'opération, c'est un peu comme un chef de file, celui qui va structurer le montage avec tout son savoir-faire, avec justement aussi son innovation, son ingénierie, selon que vous avez, vous en tant qu'émetteur, selon votre activité, si elle est plutôt une activité de rendement plutôt régulière, ou une activité en développement avec du capital à la fin, ou du service, etc. Donc en fonction de votre profil, en fonction de vos objectifs, en fonction aussi surtout, et c'est le rôle de l'arrangeur, de l'appétit du marché, des investisseurs, où ils sont, comment ils traitent les soukouk, est-ce que ce sont plutôt des investisseurs long terme, comme des compagnies d'assurance, comme des caisses de retraite, comme des fonds d'OPCVM, etc. On va essayer de voir quel genre d'appétit ils ont en termes de profil de risque. Troisième point, c'est au point de vue de la réglementation. Le régulateur, c'est important, que ce soit en France avec l'AMF, que ce soit ici avec le CDVM, etc. Ce sont des titres qui sont généralement diffusés sur le marché, donc qui rentrent dans les produits d'investissement et d'épargne. Donc il y a un certain nombre de protections qui existent, et tout ça doit s'intégrer dans la réglementation locale. En France, ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large au niveau européen. C'est au niveau de la directive prospectus européen. Donc ça, il y a un cadre normé aussi à respecter. Ensuite, il y a le juriste, c'est-à-dire l'avocat, les différents spécialistes du droit, qui vont pouvoir vous monter un produit au niveau justement du contrat, au niveau du contrat d'émission, qui vont permettre une certaine flexibilité, qui vont permettre de donner certains droits, certaines obligations entre l'émetteur et les investisseurs. Ensuite, il y a eu le point de vue de la notation. Ça reste quand même un instrument négociable sur les marchés et généralement donc noté et coté. Notation, donc, c'est les agences de notation. Alors, on connaît les 3 principales agences de notation au niveau mondial, S&P, Fitch et Moody's. Et vous avez une autre agence qui est un peu plus spécialisée dans tout ce qui est finance islamique, c'est l'IIRA, qui est une agence internationale qu'on retrouve un peu partout, surtout en Asie et au Moyen-Orient. Et enfin, il y a aussi l'auditeur, parce que quand vous faites ce genre d'opération, ça reste quand même des montages structurés, et il faut le commissaire au compte, généralement l'agrément du commissaire au compte, qui valide l'opération, valide le business plan, valide qu'un certain nombre de choses ont été respectées. Et enfin, du point de vue du marché, de l'investissement, donc là bien sûr les investisseurs primaires, à qui le chef de file va contacter pour pouvoir souscrire à ces titres, et bien sûr aussi la partie marché secondaire, la liquidité du titre,
qu'est-ce qui se pratique sur le marché, comment comment se développe ce genre de produit. Donc c'est important de montrer que le sukuk, c'est pas seulement c'est pas, comme les Américains le disent, one size fits all, c'est pas un modèle, un truc, tout est fait, un contrat modèle et vous le faites. Non, c'est en fonction d'une démarche, en fonction d'un besoin, en fonction de profil de risque et bien sûr de conditions de marché où vous allez pouvoir faire différents types de sukuk. Alors le sukuk, ensuite il est utilisé par qui et pour qui? Donc c'est les émetteurs. Vous avez deux grands types d'émetteurs, les corporates et les souverains. Les souverains, donc c'est généralement les États, l'État du Qatar, l'État du Bahreïn, Malaisie, sont des gros émetteurs de façon générale. Vous avez aussi ce qu'on appelle les quasi-souverains, ce sont des fonds liés à ces États, comme ADIA ou ADIC à Abu Dhabi, QIA au Qatar, etc. Donc quasi-souverain. IDB, la Banque islamique de développement, est aussi un gros émetteur qui est considéré comme quasi-souverain parce que fait du financement multilatéral. Et les corporates, vous avez toutes sortes de corporates, privés, cotés ou non cotés. Et deux grandes typologies de structures, les asset-based et les asset-backed. Asset-based, en gros, c'est on n'impose pas un transfert d'actifs complet et on peut faire jouer dans le contrat, dans la structuration, une certaine garantie de l'émetteur ou de la maison mère qui donne une sécurisation assez forte, presque comme une garantie sur la valeur de sortie, la valeur de rachat à terminaison, notamment par le biais d'une promesse de rachat. Les asset-backed, à l'opposé, généralement on ne garantit ni le rendement ni le capital, et donc le principal n'est pas garanti par l'émetteur ni par la maison mère, les coupons sont non protégés, et donc on est vraiment dans un profil de risque un peu plus fort, et ça correspond généralement à des sous-jacents, à des contrats sous-jacents qu'on appelle participatifs, donc vraiment de Musharaka ou de Mudaraba. Maintenant prenons les 5 grands points qu'on a vus rapidement un par un. La AOFI, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a la norme 17 de la AOFI qui dit que les soukouk d'investissement sont des types de même valeur nominale représentant des parts indivises d'un droit de propriété de biens, de droits d'usufruit, de services ou d'actifs d'un projet déterminé ou d'une activité d'investissement particulière. Donc c'est important, il y a quand même une certaine flexibilité, on n'est pas forcément directement sur l'actif, on peut être direct ou indirect, on n'est pas forcément sur des actifs tangibles, ça peut être des actifs, des droits d'usufruit ou de services, donc ça donne le champ quand même à des sociétés de services. Ça donne aussi la possibilité de ne pas être directement sur la propriété des biens, mais l'usufruit. Donc en gros, c'est sur la manfa, l'usufruit des biens, comme un contrat de leasing par exemple. Donc cette norme porte sur les soukouk d'investissement qui convient de distinguer des actions et des obligations adossées à des prêts. Donc on n'est pas du... Alors certains vont vous dire de façon peut-être un peu simpliste qu'un soukouk c'est un asset-backed securities. Ça peut être un asset-backed securities à condition, encore une fois, qu'on revient à ces fondements, où est la propriété et qu'est-ce qui justifie le rendement proposé. Les Shara Scholars, donc c'est important parce qu'ils ont aussi leur mot à dire. Eux, bien sûr, ils se réfèrent à la norme qui est la OFI, mais ils ont leur propre sensibilité et puis leur façon de voir les choses. Et notamment, en 2007, il y a eu un peu une rupture sur les marchés quand un des éminents spécialistes, le chef Taqi Ousmani, a fait un peu cette déclaration que près de 85% des soukouk présents sur le marché n'étaient pas conformes aux normes de la OFI. Et il le disait, alors 85% des soukouk, en précisant bien, il voulait parler des soukouk d'investissement participatif, donc, dont le sous-jacent sont les contrats de Musharaka et Mudaraba. Parce que eux étaient, en gros, le principal, le rachat était garanti, or que par construction, ce sont des contrats participatifs, on ne peut pas garantir le principal. On peut le faire sur des soukouk ijara, on est en location, en leasing, avec une promesse de rachat à la valeur nominale, parce qu'effectivement, on est sur une opération de leasing et non pas de partenariat. Autant sur le partenariat, il faut vraiment aller jusqu'au bout de la logique, et donc on ne peut pas racheter, bien sûr on peut faire une promesse de rachat, mais pas à la valeur nominale garantie, mais à valeur de marché. On est dans le partenariat, dans le développement, et donc forcément à valeur de marché. Et ce qu'il y a eu, et ensuite il y a eu le Sharia Board de la OFI, a fait cette résolution formelle
comme quoi certains rappellent. Donc autant sur les sukuk ijara, on peut faire cette promesse d'achat à valeur nominale, mais autant sur les sukuk musharaka et mudaraba, on ne peut pas faire une promesse de rachat à valeur nominale, mais au plus à valeur de marché. La structuration, on a dit, l'arrangeur, la banque d'affaires, joue un rôle quand même assez capital pour le montage, pour la structuration. Et ça, je vous ai mis juste une synthèse d'un term sheet d'un benchmark sukuk qui fait vraiment référence et autorité sur le marché aujourd'hui. C'est celui de GE Capital qui a été émis en 2009. C'est donc une émission de 500 millions de dollars. Intéressant, c'est que 2008-2009, vous savez, la crise de liquidité sur le marché, donc des grands corporates sont venus s'adresser au marché des capitaux islamiques en disant qu'ils ont besoin de diversifier leurs ressources, leurs recherches de financement. Et GE Capital a émis en même temps, simultanément, une obligation conventionnelle, simple, à 3,4%, et en même temps, donc, un sukuk, c'est un sukuk ijara sur des avions, l'activité de GE Capital Aircraft Engine qui fabrique des moteurs d'avion et qui achète des avions pour les mettre en location. Donc, comme ils avaient la propriété de ces avions, qu'ils louent généralement à des opérateurs enfin des compagnies aériennes, donc comme ils avaient la propriété, ils encaissaient des loyers de leasing, ils ont pu prendre ces manfas, donc ces contrats de location, de les mettre dans un SPV qui s'appelait GE Capital Sukuk Limited et émettre des sukuk qui permettaient de partager le rendement des loyers directement avec les souscripteurs de sukuk. Et ce sukuk a été mis à 3,875%. Pourquoi on peut donner un taux? Parce qu'encore une fois, il est le reflet de la rémunération du loyer. Un loyer étant intrinsèquement quelque chose de l'économie réelle, qui représente une vraie valeur. Donc, ils ont fait juste reporter le loyer qu'ils encaissaient au bénéfice des porteurs de sukuk. Donc voilà, là typiquement ça a été arrangé, coordonné par Citi, la banque Citi et Goldman Sachs, avec des bookrunners de Liquidity House, c'est une filiale de KFH, Kuwait Finance House, et la National Bank of Abu Dhabi. En joint lead manager, vous avez Bank Islam Brunei Darussalam, donc pareil pour attaquer les marchés asiatiques, et un co-manager, Standard Chartered Bank, qui est bien implanté aussi au Moyen-Orient. C'est un type de sukuk de Ijara avec la loi donc, anglaise et New York. Typiquement, c'est une opération très très intéressante qui a été sursouscrite bien sûr et que le marché demande de plus en plus. Parce que vous avez un très belle histoire, on parle de l'économie réelle, on parle de la production d'avions, l'industrie, etc. On parle d'une belle émission de 500 millions de dollars et ça donne une certaine profondeur, une certaine liquidité et en même temps un émetteur de qualité, GE, qui là en l'occurrence était noté AA+, à l'époque et donc ça permet d'avoir quand même une bonne sécurité du profil de risque de l'émetteur. L'émetteur de l'autre côté, là je vous ai mis une synthèse de ce qu'a fait Total avec son partenaire Saudi Aramco en Arabie Saoudite sur un des gros projets Dubail bien sûr d'exploration pétrolière. C'est un projet de 14 milliards de dollars. Sur les 14 milliards de dollars, il y avait 8,5 milliards en financement, le reste en fonds propres. Et sur les 8 milliards, 5, il y avait 1 milliard, une tranche de 1 milliard de sukuk. Donc c'était une grosse opération de corporate, bien sûr, donc c'était la filiale Total et Saudi Aramco. Typiquement, ça permet de diversifier les sources de financement pour ce genre d'opérateurs qui ont envoyé les proportions, c'est quand même assez important. Pardon. Troisième point, la réglementation. Alors, ça c'est aussi intéressant, c'est qu'en France, on a beaucoup travaillé, dans l'introduction on parlait de la commission finance islamique d'Europlace. J'ai eu la chance de faire partie dès le début de cette commission en fin 2007. Et on a beaucoup travaillé pendant près de 2 ans. Si je vous dis cette définition, elle a pris 2 ans pour faire. Cette page, elle a pris 2 ans pour être élaborée. Et quelque part, c'est pas rien. Pourquoi ? Parce que pour trouver les bons mots, pour trouver bien sûr derrière comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes au niveau du droit musulman, comment ça s'adapte dans le contexte français, comment ça a des liens sur les notions juridiques françaises, comment bien sûr aussi dans le cadre européen et bien sûr de la pratique de marché, tout ça, ça prend énormément de temps. Et effectivement,
c'est au bout de plusieurs tentatives que cette définition a été arrêtée et a fait l'objet d'une définition officielle qui est aujourd'hui publiée au BOI, au Bulletin officiel des impôts, comme une instruction fiscale disponible sur le site du ministère des Finances français et qui est opposable à l'administration fiscale. En gros, les sous-coupes d'investissement sont ici des titres financiers hybrides négociables. Vous voyez le jeu de mots titre financier hybride. Pour ne pas dire, encore une fois, c'est donner cette flexibilité entre titre de capital et titre obligataire. On est entre les deux. Négociable parce qu'elle a vocation à être négociée sur des marchés, dont la rémunération et, le cas échéant, le principal, sont indexés sur la performance. Donc ça, c'est bien pour dire qu'on n'est pas obligé de garantir le rendement et le capital. Donc ils sont, soit tous les deux, ou soit seulement la rémunération, sont indexés sur la performance d'un ou plusieurs actifs sous-jacents détenus directement ou indirectement. Là aussi pareil, pour montrer que si moi je suis GE Capital, j'ai ces actifs dans mon bilan, je ne suis pas obligé de mettre un sous-groupe directement à partir de GE Capital, du bilan de GE Capital, mais je peux transférer les droits que j'ai sur ces actifs réels dans une société ad hoc, et c'est cette société ad hoc qui va émettre les sous-coupes. Donc c'est un actif sous-jacent qui n'est pas détenu directement par la société ad hoc, mais qui est détenu par l'originateur, qui est détenu par la maison, par GE Capital étant la société de départ. Donc détenu directement ou indirectement par l'émetteur. Leur porteur bénéficie d'un droit assimilé à un droit de copropriété. Vous voyez encore une fois cette formulation. On fait vraiment l'équilibre, hein, c'est un jeu d'équilibre. Un droit assimilé à un droit de copropriété. Donc on ne dit pas que vous avez un droit direct, c'est un droit assimilé. Ça peut être un titre subordonné, ça peut être un titre de créance entièrement adossé à des actifs, ça peut être un titre qui ressemble à un titre de capital de quasi-fonds propres, etc. Donc ça donne encore une fois une grande flexibilité, direct ou indirect, sur ceux ou ces actifs. Le ou les actifs concernés sont des services, biens ou droits, ou l'usufruit de ces biens ou droits, ça c'est la définition qu'on a vue avec la ROFI. Alors fonctionnement du contrat des sous-coupes, au point de vue plus de la vision d'un juriste, mais ça fait partie de cette pédagogie que le ministère des Finances a souhaité faire également, et ensemble de la place de Paris. Donc ça fait partie de la rédaction de cette instruction. Les obligations islamiques, dites sukuk, sont des titres représentant pour leur titulaire un titre de créance ou un titre participatif. Donc là on va un petit peu plus loin, on parle plus seulement de titres financiers hybrides, mais on ose le mot titre de créance ou un titre participatif. Pourquoi ? Parce qu'au niveau fiscal, il faut bien qu'on se rattache à quelque chose. Un titre financier, fiscalement, on ne sait pas très bien le décrire. Donc il faut qu'on dise, finalement, au niveau fiscal, il sera plutôt traité dans la famille des titres de créance ou titres participatifs, dont la rémunération et le capital sont indexés sur la performance d'un ou plusieurs actifs détenus par l'émetteur, affectés au paiement de la rémunération et au remboursement des secours. Leur porteur bénéficie d'un droit de copropriété indirecte sur ceux ou ces actifs qu'il peut exercer en cas de défaillance de l'émetteur. Donc, encore une fois, reprenons l'exemple de GE. Si la société ad hoc fait faillite, je peux remonter par ce biais de droit sur les actifs de départ, je peux remonter à GE Capital, et même si GE Capital fait défaut, je peux remonter à la maison mère de GE. Donc là, c'est la holding, la grande société que vous connaissez, qui a 300 000 employés, qui a un bilan de plus de 100 milliards, etc. etc. Le ou les actifs concernés sont des actifs tangibles ou l'usufruit de ces actifs tangibles. Bon, il y a beaucoup de mots. Le principal à retenir, c'est quoi? C'est qu'au final, on est entre des actions titres de capital et des obligations titres de créance, et tout doit être fait pour qu'on justifie la rémunération en rendement et en capital. Ensuite, on fait une cascade de en direct, indirect, bien réel, bien tangible, usufruit, etc. Au point de vue de la notation, on va demander à des agences de notation bien sûr de noter, et donc eux vont regarder ça par rapport à leur modèle où ils sont habitués, risque de marché, taux de vise, risque de crédit, risque de liquidité, risque du sous-jacent. Ils vont remonter un peu plus parce que là c'est pas seulement une obligation, donc un papier, on va regarder le sous-jacent, le risque opérationnel, le risque du sous-jacent et notamment du contrepartie, pas seulement société ad hoc mais aussi l'émetteur, et enfin aussi le risque opérationnel. Typiquement, on a mis en jeu une conformité à l'éthique musulmane. Il faut que cette activité
qui justifie justement ce rendement soit licite, donc pas d'activité porcine, d'alcool, de pornographie, etc. etc. Et au final, donc ça c'est la partie notation. La partie auditeur, de eux, il faut bien que pareil ça rentre dans un bilan avec l'actif passif. Où est-ce qu'on met le sukuk? C'est entre, vous voyez, c'est vraiment entre le capital et les dettes type de créance. Selon sa nature, s'il est participatif, il va être presque comme du quasi-fonds propre. Mais il ne viendra pas diluer le capital, ça restera un traitement non pas de dividende, mais bien de rémunération qui ne supportera pas la fiscalité des dividendes. Et on peut être plus proche d'un titre obligataire avec une fiscalité réservée à cet effet. Et de l'autre côté, les actifs sur les actifs sous-jacents. Donc dernier point sur l'investissement, la partie justement émission et développement. Almi nous a un peu dit que effectivement ce qui est important, c'est de montrer aussi la réalité de ces choses-là. Et là on est assez fiers d'avoir pu contribuer au développement de la place de Paris, parce que souvent depuis Christine Lagarde, il y a eu pas mal de rapports, notamment il y a des économistes qui ont écrit un papier qui disait qu'il y aurait 100 milliards de dollars potentiellement sur le marché de la finance islamique en France. Malheureusement, tout ça a été basé sur des grandes hypothèses, et notamment que l'État français pouvait émettre un sukuk souverain, mais bien sûr, il n'est pas venu. Bien sûr, le chevalier blanc du Moyen-Orient n'est pas venu, il est allé plutôt sur l'immobilier de luxe ou les stades de foot, etc. Et finalement, on s'était dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour la place de Paris, il faut qu'on montre que c'est faisable, que ça peut être rentable, et que finalement, il n'y a pas à rougir de la complexité des grosses opérations. Et au lieu de faire un gros sukuk comme G de 500 millions de dollars, on a fait pareil, on a commencé à 500, mais c'est 500 000 euros. Donc c'est pour une PME, en l'occurrence des entrepreneurs dans la restauration qui voulaient développer une chaîne de restauration. Une belle histoire parce que c'est le concept vient de Dubaï. C'est le groupe Al Islami Food qui est un des gros de l'agroalimentaire du Moyen-Orient, avec cette chaîne qui s'appelle Al Farouj, donc dans la restauration autour du poulet. Donc on a structuré de A à Z une émission en sukuk mudaraba de 5 ans, validé par un sharia board francophone. Tout était bien, l'émetteur est français, le produit venait de Dubaï, mais le produit final, le restaurant est français, la structuration est française, le sharia board est français. Donc petit cocorico, d'ailleurs il y a un petit coq dans le logo de la société. Et on est content, alors bien sûr, on ne pouvait pas faire appel à des gros cabinets d'avocats, donc on a fait ça avec les moyens du bord. On ne pouvait pas faire appel à une agence de notation, ça coûte très cher et on n'est pas sûr de la qualité de leur service, donc on a fait sans notation. Et pareil, pour être coté sur un marché, il faut généralement quelques millions, donc on s'est dit, on ne pouvait pas faire tout ça. En revanche, on a fait en sorte qu'au moins il soit enregistré. Et là, c'est Bloomberg qui nous a sauvés. Alors, désolé, Thomson Reuters est un des partenaires de l'événement, mais la prochaine fois, on sera content de faire notre prochain sukuk avec eux, de le faire sur leur base de données. Donc voilà, si vous allez sur Bloomberg, vous pouvez retrouver ce sukuk qui est listé. Au final, la comparaison des deux types de sukuk entre asset back, asset base, je ne vais pas vous saouler avec ça, je pense qu'on a vu les grands points. Le plus important, c'est que d'un côté, ça correspond à si j'ai un accès direct sur l'actif, et je peux, dans ce cas-là, avoir une rémunération totalement liée à l'exploitation de ces actifs, et donc je partage le profit, et je suis en risque directement sur la qualité des actifs. Quand j'ai par exemple une grosse centrale d'électricité ou j'ai un bel immeuble, l'actif il vaut quelque chose, donc j'ai aucun problème pour dire mon risque il est sur l'actif sous-jacent. En revanche, quand je suis une petite structure, j'ai pas forcément de gros actifs comme ça, mais j'ai une belle signature, je m'appelle, je sais pas, une belle société corporate du Maroc, mon nom a une certaine force. Donc je vais utiliser plutôt ma signature en transférant, cette fois-ci pas des actifs réels, mais des droits, ou l'usufruit de ces droits dans ces sociétés, et qui vont émettre des sukuk. Et donc là, en gros, ce qui va être pricé, c'est la signature de la société. Donc d'un côté, quand on a les actifs, on est en asset back.
quand on a la signature de l'émetteur, on est en asset-based. Ce qui donne voilà une classification sur les marchés en asset-based, asset-backed, en fonction de si on est sur des actifs vendus comme la Murabaha, Salam et Sisna, les actifs de leasing, Ijara essentiellement, les actifs de partenariat, Mudaraba et Musharaka, ou de contrats de développement commerciaux. Quelques exemples de ceux qui sont sur le marché. On a parlé de celui de General Electric. Vous avez d'autres très belles opérations, comme bien sûr les souverains, le gouvernement de Dubaï, pardon, de Bahreïn, de Malaisie, Abu Dhabi Islamic Bank avec un rendement de 3,78, ça commence à devenir très intéressant, très compétitif. Et le meilleur pricing aujourd'hui, en tout cas en termes pour l'émetteur, c'est le gouvernement de Malaisie, qui a donc un bon rating et qui est à 2,99. C'est un des circuits les mieux élevés. Je passe là-dessus juste pour vous dire en synthèse, le principe de départ à retenir, c'est la participation d'un projet réel avec une activité productive et son risque inhérent. Encore une fois, on est dans l'éthique musulmane. Ce qui permet de justifier une rémunération, c'est d'où vient la source de valeur. La source de valeur vient de l'exploitation d'un bien, de la vente d'un bien, du loyer d'un bien. Donc, et le risque qui est associé à ça. C'est ça qui justifie mon point de départ sur la rémunération. La règle corollaire, c'est que la rémunération annuelle et le remboursement du capital sont indexés sur la profitabilité des actifs sous-jacents. Cette indexation, elle peut être sécurisée. Si j'ai un bail long terme avec un loyer fixe, j'ai aucun problème pour dire, voilà, vous êtes garanti d'avoir un loyer de 5% par exemple. Or que si je suis en développement, je serai indexé sur un chiffre d'affaires, indexé sur un résultat ou sur un EBITDA, etc. Donc le soukouk, il se situe bien entre l'action qui représente un droit en capital, entre l'action et l'obligation qui lui est un droit d'une créance. Donc le soukouk, c'est un titre participatif qui représente la contrepartie des droits sur un actif réel et qui me permet de percevoir une quote-part des profits et du prix de cession de l'actif. Encore une fois, cette cession peut être déjà contractuelle, j'ai une promesse d'achat parce que c'est un leasing que j'ai, ou ça peut être à valeur de marché si je suis en contrat Musharaka ou Mudaraba. Voilà, merci pour votre attention, j'espère que je n'ai pas trop débordé. L'idée étant, encore une fois, au final, de montrer que les soukouk, ça n'a rien d'exceptionnel, ça correspond à des besoins de l'économie, à besoin d'émetteurs. Ça correspond d'un côté justement à des besoins d'émetteurs de financement des activités productives, mais en même temps aussi à des besoins d'allocation de fonds que sont les grands institutionnels comme les caisses de retraite, les fonds de pension, les OPCVM, etc. Donc c'est au final une activité d'offre et de demande. Et je pense que le Maroc a une grande carte à jouer. Je n'osais pas le dire tout à l'heure, mais tout ce que vous êtes en train de le faire, notamment avec l'association, avec la vulgarisation, avec les projets de loi, etc., quelque part, c'est vous êtes en train d'écrire l'histoire pour l'Afrique, l'histoire pour notamment un pays francophone, parce que jusqu'à maintenant, c'est surtout dans les pays anglophones où se développe la finance islamique. Certainement, le Maghreb est un tournant qui peut donner un très bon signal que la finance islamique peut aussi se développer dans des contextes plutôt francophones. Et j'espère que le succès viendra rapidement, Inch'Allah. Merci Anas pour cette présentation à la fois très riche et très compacte où de très nombreux points essentiels ont été évoqués. Avec des exemples concrets aussi bien, que ce soit de GE, que ce soit également de Total et Saudi Aramco, que ce soit également de l'expérience des Sukuk PME, Sukuk Farrouj, et également quelques points, quelques problématiques abordées en France, c'est-à-dire le retour d'expérience français. Je suis persuadé que les points qui ont été abordés vont susciter des questions. Donc, après la présentation de Mme Shafil, on reviendra sur les questions sur la présentation de M. Anas Patel. Alors, notre deuxième conférencier ou conférencière est Mme Shafil. Donc, Mme Shafil est ingénieure de formation, diplômée de l'école Hassania. Elle est également titulaire d'un MBA de l'École nationale des ponts et chaussées, Paris. Elle est actuellement directrice générale de Maghreb Titrisation. Auparavant, elle a été directrice déléguée de CDG Développement en charge de la stratégie financière.
Elle avait exercé pendant une dizaine d'années des postes de responsabilité dans le financement des grandes entreprises au sein de deux banques de référence de la place, BMC Bank et BMC pour ne pas les citer. Donc Madame Sheffield nous parlera notamment de l'amendement de la loi 3306 qui autorise l'émission de certificats de sukuk au Maroc, les principaux apports de cet amendement, le traitement fiscal notamment. Elle nous parlera également des opérations en cours, celles dont elle peut parler. Elle nous parlera également du processus de mise en œuvre pour le financement des projets et certainement elle nous donnera quelques exemples. Donc vous avez la parole, merci. Vous avez également 30 minutes. Bonsoir, je tiens d'abord à remercier l'AMFP d'avoir invité ma titrisation pour présenter tout ce que nous sommes en train de faire, donc avec le ministère de l'économie et des finances pour instaurer la mise en place des certificats de sukuk au Maroc. Donc mon intervention va s'articuler autour de 3 points. Je vais commencer d'abord par la titrisation, rapidement parce que les certificats sukuk au Maroc, donc à la différence de ce qui se passe par ailleurs, donc le Maroc a choisi de définir les certificats de sukuk et leurs modalités d'émission dans le cadre de la titrisation. Après, je vais parler des apports de l'amendement de la loi 3306, c'est l'institution de l'émission de certificats de sukuk, et je donnerai à la fin quelques exemples de structures qu'on peut déployer au niveau du Maroc pour le financement de l'économie. Je vais commencer d'abord par présenter ma titrisation. Nous sommes une filiale de la CDG, détenue à 58%. Nous avons aussi d'autres banques d'affaires dans le tour de table, notamment Line. Nous avons le Crédit Immobilier de France et la CIF. La société a été créée en 2001. Et nous avons aujourd'hui une expérience et expertise au niveau de la chaîne de valeur de la titrisation, commençant par la structuration et finissant par la gestion des fonds. Nous sommes la seule société agréée au Maroc, par le ministère de l'économie et des finances et par le CDBM. Jusqu'à maintenant, on a réalisé au Maroc 5 opérations, 3 pour le crédit immobilier hôtelier, donc c'était des RMBS, en fait c'était des titrisations de créances hypothécaires. Nous avons réalisé également une opération pour le groupe Banque Populaire, toujours sur la base des créances hypothécaires. Et récemment, au courant du mois de juin, nous avons arrangé le premier fonds de créances commerciales, ce qui diffère des autres fonds de titrisation, pour le compte de l'ONU, pour 1 milliard de dirhams. Nous avons également accompagné le ministère de l'économie et des finances pour l'amendement de la loi sur la titrisation. Et nous avons noué des partenariats avec des grandes banques internationales justement pour promouvoir l'émission de sukuk, aussi bien localement mais surtout à l'international, pour apporter la liquidité qu'il faut pour le financement des projets au Maroc. Alors, avant de parler des sukuk, une définition rapide de la titrisation que vous connaissez déjà. C'est un financement structuré qui consiste à isoler des actifs dans un fonds de titrisation d'une entité ad hoc. Les cédants, les originateurs dont a parlé M. Patel, ils cèdent des actifs à un fonds de titrisation, et pour l'acquisition de ces actifs, le fonds émet des titres auprès d'investisseurs institutionnels. Il y a d'autres intervenants dans l'opération de titrisation, il y a le gestionnaire et le dépositaire. L'historique de la titrisation au Maroc, il est récent, l'histoire est très très récente. La titrisation au Maroc n'est apparue que durant le début des années 2000, avec une première loi 1098, qui limitait la titrisation à des créances hypothécaires, premier rang détenues par des banques. Bien sûr, c'est venu plusieurs années après les États-Unis et la France. Il y a eu une nouvelle loi 3306 qui a été adoptée et promulguée en 2010, qui a élargi l'assiette des créances, mais également élargi les créances, l'éligibilité des originateurs qui peuvent recourir à ce type de financement. Avant, seulement les banques, après en 2010, on est passé à des établissements publics, des établissements de crédit, des délégataires de services publics et de sociétés de réassurance. Et on a élargi aussi la notion de créance. On ne parle plus que de créances hypothécaires, mais de créances de toute nature, nées ou futures, ou à naître. On s'est rapidement rendu compte qu'il y avait de l'étroitesse dans cette loi, qu'il y avait des freins,
sur le plan des originateurs, sur le plan des actifs, mais aussi en 2012, donc, on a senti, avec le développement de la finance participative au Maroc, puisqu'il y avait une loi qui se préparait à l'époque pour les banques participatives, donc comment on allait financer ces banques participatives, quel est le moyen de financement de ces banques participatives.